Bonjour à toutes et à tous, la dernière vidéo de ce chapitre va vous présenter une application de la diagonalisation, la plus connue, celle de pouvoir mettre une matrice à la puissance n. On va aller du début jusqu'à la fin, donc elle est un petit peu longue puisque ça prend beaucoup de temps à faire. Et évidemment, le but est de savoir faire cela dans un temps le plus court possible. Première chose pour montrer qu'une matrice est diagonalisable, on a vu qu'il y avait plusieurs méthodes précédentes, si elle est symétrique, si c'est l'identité, si elle a des valeurs propres qui sont toutes distinctes et elle a n valeurs propres distinctes. Mais la méthode la plus évidente, c'est de trouver les valeurs propres, déjà, déterminer la dimension de chacun des sous-espaces propres, donc des ensembles des vecteurs propres, et vous faites la somme de ces dimensions. Si c'est égal à n, c'est diagonalisable. Sinon, ça ne l'est pas. C'est la méthode qui va vous donner une réponse de manière certaine. Mais il y a évidemment plein d'autres méthodes qui permettent d'aller un peu plus vite. Alors, notamment, on va faire l'exemple sur cette matrice-là. Donc, on nous demande de montrer qu'elle est diagonalisable. On vérifie d'abord si elle n'est pas symétrique. Ce n'est pas le cas ici. On va donc chercher ses valeurs propres. Comment trouver ces valeurs propres ? Eh bien, premièrement, au brouillon, on se dit ici, on a une ligne avec des zéros. Dès que vous avez une ligne avec des zéros et un nombre sur la diagonale, vous voyez qu'il y a un moyen d'obtenir une ligne avec que des zéros. Et cette ligne avec que des zéros, c'est forcément une matrice qui n'est pas inversible. Donc, si on regarde le rang de A plus 2 fois l'identité, c'est-à-dire le rang de la matrice 6 plutôt, ici, attention à ne pas se tromper, 6, 6, moins 6, moins 3, moins 3, 3, et 0, 0, 0. Eh bien, évidemment, ce rang, c'est pas 3, donc la matrice n'est pas inversible, donc moins 2 va bien être une valeur propre. Mais on a même mieux que ça, puisqu'en fait, ce rang, vous voyez que la première ligne et la deuxième ligne, c'est juste moins 2 fois, et un facteur moins 2. Donc, L1, c'est moins 2 fois la ligne 2. Donc, là non plus, ces deux lignes sont collinéaires. De la même chose, on aurait pu regarder avec les colonnes. Toutes les colonnes sont collinéaires. Donc, en fait, le rang ici de cette matrice, c'est 1. Ce qui est très pratique, puisque ça nous dit donc que moins 2 est une valeur propre de A, et la dimension du sous-espace propre associé, E de moins 2 de A, eh bien c'est tout simplement 3 moins 1, 2. Et donc il nous reste une seule valeur propre à trouver. On peut essayer de regarder si on en a une, mais on va utiliser la trace au brouillon. La trace de A, c'est 4 moins 5 moins 2, donc moins 3. Et la trace d'une matrice diagonale, si jamais elle existe, ça va être la valeur propre qui nous manque, plus 2 fois la valeur propre moins 2. Donc, moins 4 plus lambda. Pour obtenir moins 3, il faut forcément que lambda soit égal à 1. Donc, s'il y a une dernière valeur propre, c'est forcément lambda égale 1. Donc, on regarde le rang de A moins l'identité. À savoir qu'ici, vous n'êtes pas obligé d'expliquer que vous avez utilisé la trace. Vous pouvez tout à fait le mettre sur votre copie, mais attention, tout en précisant que supposons que la matrice soit diagonalisable. Dans ce cas-là, on aurait tout mettre au conditionnel, puisqu'évidemment, on ne sait pas que la matrice est diagonale, donc on ne peut pas faire ce raisonnement. Ou alors vous le faites au brouillon, et puis vous dites, ah ben voilà, je regarde cette autre matrice, et je vais m'apercevoir que ça marche. Et en même temps, si vous aviez trouvé 1 de manière intuitive comme on a trouvé moins 2, bon bah ils auraient rien, le jury peut pas le savoir. Donc moins 3, moins 6, 3, 0, 0, moins 3. On remarque que la colonne 1 et la colonne 2 sont évidemment collinéaires. Par contre, colonne 2 et la colonne 3, pas du tout. Donc le rang ici, c'est bien 2. Donc,
1 est une valeur propre, et la dimension du sous-espace propre associé, c'est 3 moins 2, c'est-à-dire 1. La somme des sous-espaces propres vaut bien 3, 2 plus 1. Donc, la matrice est diagonalisable, et on a déjà la matrice diagonale D qui va être... Alors, on a dit qu'il y avait 1, moins 2, moins 2. Le problème, c'est qu'il faut désormais trouver les matrices de passage. Et pour trouver les matrices de passage, eh bien, il va falloir trouver des bases de E1A et de E-2A. Pour trouver les espaces propres, il faut... La méthode, si vous ne voyez pas d'astuce, ça va être de résoudre automatiquement le ker de A plus 2 fois l'identité. Donc, on va poser le système. On résout x égale ker de A plus 2 fois l'identité. X appartient, pardon. C'est-à-dire que A plus 2 fois l'identité de x égale 0. Et le A plus 2 fois l'identité, alors on peut le réécrire, mais on l'avait déjà calculé ici. Hein. Donc ça va faire 6x plus 6y moins 6z égale 0. Et 3x moins 3y plus 3z égale 0. Et 0 égale 0. Évidemment, il y a un lien entre la ligne 1 et la ligne 2. C'est ce que l'on avait vu hein, tout à l'heure. Donc on va faire 2L2 moins L1 dans L2. Ça va nous donner, normalement, tout va se simplifier. Donc on va avoir 0 égale 0. Alors, j'ai un problème, c'était moins 3 ici. Ok. Donc c'est pas 2L1 moins c'est pas 2L2 moins L1, c'est 2L2 plus L1. On a bien 0 égale 0. Et 6x plus 6y moins 6z égale 0. Je vais pouvoir simplifier les 6. Et donc finalement, c'est le système x égale z moins y. Et 0 égale 0, 0 égale 0. Ce système a une solution, c'est vect de deux vecteurs. Hein. On fixe d'abord x, pardon, on fixe d'abord y, puis on fixe z. Vect de 1, 0, 1, quand z est fixé. Et quand je fixe y égale à 1, ça fait moins 1, 1, 0. Et voilà, une famille libre de ker. La dimension du ker, c'était bien 2. On retrouve ici les deux vecteurs. Donc, on a le ker de A plus 2i3 égale vect de 1, 0, 1 et moins 1, 1, 0. Alors, pour trouver le sous-espace propre, le deuxième sous-espace propre, il y a une méthode un petit peu plus rapide, c'est-à-dire on n'est pas obligé de poser le système. Le but, c'est de trouver un vecteur propre. Un vecteur propre, c'est quelque chose qui vérifie a moins i3 fois x égale 0, finalement. Et a moins i3, on a cette matrice-là. Or, il faut trouver un vecteur qui va nous permettre d'obtenir 0. Vous voyez que si je fais fois 1, alors plutôt fois 2, moins 1 et 0, je vais obtenir la colonne 1, 2 fois la colonne 1 moins la colonne 2, qui va s'annuler, et puis je ne m'occupe pas de la colonne 3 puisque j'ai mis un 0. Et donc ce vecteur-là semble fonctionner. Une fois qu'on a l'impression que ce vecteur fonctionne, on remarque que A fois 2 moins 1, 0, donc c'est égal à 8 moins 6, donc 2, moins 6 plus 5, donc moins 1, et 0. Et donc, on obtient bien une fois ce vecteur-là. Donc, ce vecteur est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc, ça appartient à E1 de A, c'est une autre façon de le dire. Or, la dimension de E1 de A, c'est 1. Donc, il n'y en a qu'un seul. Donc, E1 de A, ça va être tout simplement... Alors, il n'y en a qu'un seul. Il y en a une infinité, hein, mais c'est porté par un seul vecteur.
Donc ça va être vect, voilà, d'une famille génératrice d'un seul vecteur. Comme on en a trouvé un non nul, et bah c'est notamment celui-ci va fonctionner. C'est un petit peu plus dur quand vous en avez deux, puisqu'il faut en trouver deux, mais il faut en trouver deux qui ne soient pas linéairement dépendants, qui soient non collinaires, pour que ça forme une base. Si jamais vous aviez trouvé le vecteur 1, 0, 1 et puis le vecteur 2, 0, 2, bah ça va dans la même direction. Donc ça, c'est pas deux vecteurs admissibles. Mais on aurait pu prendre ici et regarder, alors, par quel vecteur je dois multiplier pour obtenir 0. Et j'aurais vu que, ah bah si je fais 1, la première colonne, fois 0 fois la deuxième colonne, fois, et plus une fois la troisième colonne, bah j'obtiens bien 0. Donc le vecteur 1, 0, 1 fonctionne. Et puis je refais les calculs. Le vecteur première colonne, moins une fois la deuxième colonne, ça va s'annuler. Ça marche aussi. Et ces deux vecteurs sont pas collinaires, donc ils forment une base de E-2, puisque la dimension, c'est 2. Donc il suffit d'en trouver deux qui soient libres. Et pareil, ici, quand vous avez une dimension 1, il suffit d'en trouver un seul qui est forcément libre avec lui-même. Donc là, on a trouvé deux vecteurs qui forment une base du noyau de A plus 2 fois l'identité. C'est l'objectif suivant pour trouver la matrice P. Pour la matrice P, on va trouver des bases de chacun des sous-espaces propres et on va concaténer ces bases. Ça va nous faire la base que l'on recherche. Et P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B que l'on a trouvée. Donc concrètement, P, comme c'est la matrice de passage à la base, alors je vous réécris la base, mais la base ça va être... Par contre, il faut juste faire attention à bien le mettre dans le bon sens par rapport à D. Vous voyez que D, on avait d'abord donné 1, puis les valeurs propres moins 2. Donc il faut d'abord donner le premier vecteur de E1, 2, moins 1, 0, puis les deux autres, 1, 0, 1, et moins 1, 1, 0. Peu importe l'ordre d'ailleurs de ces deux-là, puisqu'ils font partie du même sous-espace propre, donc ils seront associés à moins 2. Mais par contre, vous devez bien décider dans quel ordre vous les mettez, parce que ça va impacter l'ordre dans lequel vous mettez la diagonale. Et donc la matrice de passage de la base canonique à cette base-là, qui est une base puisqu'on a concaténé des bases, donc ça c'est forcément des familles libres, on avait vu, des vecteurs qui ne sont pas du même sous-espace propre sont forcément libres. Comme il y en a 3, c'est forcément une base de R3, donc il y a une matrice de passage. Et la matrice de passage va être 2, moins 1, 0, 1, 0, 1, et moins 1, 1, 0. Alors la matrice de passage dans ce sens-là, elle est assez simple. Évidemment, le problème, c'est de trouver P-1. Alors, pour déterminer la puissance d'une matrice diagonalisable, on a montré que la matrice est diagonalisable, on a trouvé sa diagonale D, les valeurs propres, on a déterminé la matrice de passage P, mais il reste à démontrer la matrice, à calculer la matrice de passage inverse, et pour ça, il n'y a qu'une méthode, ça va être la méthode de Gauss. Donc pour déterminer P-1, il n'y a qu'une méthode, c'est la méthode de Gauss. Alors forcément, c'est un petit peu long, les calculs sont un peu longs, et si je vous mets P-1 pour que vous puissiez refaire les calculs et trouver, ça va être la matrice 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, et 1, 2, moins 1. Parfois, dans des énoncés, vous pourrez trouver cette matrice plus rapidement. Souvent, en mathématiques approfondies, on ne demande pas de calculer P-1 puisqu'on va utiliser on va voir une utilisation beaucoup plus abstraite de la diagonalisation, mais il faut quand même savoir calculer P-1 si jamais on vous le demande. Et puis si on vous donne P-1 et vérifier que c'est bien l'inverse, eh bien il suffit de multiplier les deux matrices entre elles et voir qu'on a l'identité. Hors de question de faire Gauss à ce moment-là. Ensuite, il faut savoir montrer par récurrence que A, ça va être P fois D puissance n fois P-1, avec l'initialisation. Là encore, selon le type de sujet, vous pourrez dire, bon, par récurrence évidente, on a ça, mais il faut quand même savoir la faire au cas où ça soit une des premières questions ou au cas où vous n'ayez pas beaucoup d'autres choses à faire. Ça, c'est quand même très simple à obtenir.
Donc A puissance 0, c'est égal à l'identité d'un côté, et P fois D puissance 0 fois P moins 1, eh bien c'est égal à P fois l'identité fois P moins 1, et P fois P moins 1, c'est elle-même l'identité. Donc la formule est bonne pour n égale 0, la propriété P0 est vraie. L'hérédité maintenant. Alors l'hérédité, on va vite puisque c'est toujours la même phrase qu'il faut mettre, il faut que vous en ayez une qui fonctionne. Et ensuite on va calculer A puissance n plus 1 en utilisant à la fois la propriété des puissances, c'est-à-dire que A puissance n plus 1 c'est A puissance n fois A, et puis tout ce qu'on sait, c'est-à-dire que A puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est P fois D puissance n fois P moins 1, et A c'est P fois D fois P moins 1. Le P et le P moins 1 vont donner l'identité au milieu, ce qui va rester P fois D puissance n fois D fois P moins 1, ce qui va donner P fois D puissance n plus 1 fois P moins 1, donc Pn plus 1. La récurrence a été démontrée, enfin les propositions ont été démontrées par récurrence, et donc, conclusion, pour tout n appartenant à grand N, A puissance n, c'est égal à P fois D puissance n fois P moins 1. À partir de ce moment-là, le calcul de A puissance n est relativement simple, dans le sens où... Alors, le calcul est compliqué en réalité, puisque je dis qu'il est simple dans l'esprit, mais il est calculatoire, et donc il y a plein de petites erreurs qu'on peut faire. Donc on a 2, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0. Des puissances n, on va mettre à la puissance n toute la diagonale, donc 1, moins 2 puissance n, moins 2 puissance n, et le calcul. Alors vous pouvez calculer évidemment dans le sens que vous le souhaitez, soit les deux premières d'abord et puis on multiplie par la troisième ensuite, soit les deux dernières puis on multiplie par la première ensuite. On obtient alors en faisant les deux premières, donc la première colonne va rester la même. On va multiplier la deuxième colonne par moins 2 puissance n, donc on va avoir moins 2 puissance n, moins 2 puissance n, et on va multiplier la dernière colonne par moins 2 puissance n, donc là encore, moins 2 puissance n, il y a un moins 2 puissance n, et 0. Et pour conclure, on va avoir 2 moins 2 puissance n tout en haut, moins 1 plus moins 2 puissance n, et puis on continue à compléter en calculant avec les matrices. Voilà ce qui conclut cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.